Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, sur Africa 24. Nous sommes en direct de Casablanca, au Maroc, où s'ouvrira dans quelques instants la 4e édition du Forum international Afrique Développement, organisé, ou plutôt même co-organisé, par le groupe Attijari Wafa Bank et également Maroc Export. Cet événement réunit plus de 1200 opérateurs économiques africains et internationaux. Certains d'entre eux ont accepté notre invitation et se trouvent sur notre plateau. On va donc les présenter. Daouda Coulibaly, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes directeur général d'une filiale du groupe Attijari Wafa Bank en Côte d'Ivoire, la CIB. Exactement, merci. Bienvenue à vous également, Alain Kouadio. Vous êtes vice-président de CGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Bonjour. Bienvenue à vous également, Prote Ayangma Mang. Vous êtes président d'ECAM, alors entreprise du Cameroun. Bonjour. Alors vous voyez, comme vous le voyez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont représentés sur ce plateau. Monsieur Coulibaly, ce n'est pas la première fois que vous participez à cet événement. Et pourtant, vous semblez noter une forme d'évolution d'année en année. En l'occurrence, là, cette année, le thème agriculture et électrification, mobiliser les énergies. Est-ce que c'est un thème crucial pour le continent africain? Absolument, oui. Étant membre du groupe Attijari, donc je participe chaque année à l'édition du Forum Afrique Développement. Donc là, nous sommes à la 4e édition, donc je suis encore là et j'espère être encore là pour la 5e. Alors, concernant donc le thème de cette année, je pense que c'est un thème vraiment qui sied à l'Afrique, l'agriculture, l'énergie, qui sont en fait donc 2 piliers pour le développement donc, de notre continent. Et libérer les énergies, c'est vraiment en fait se libérer et permettre à l'Afrique de se développer en s'appuyant sur ces 2 pieds qui sont très importants, l'agriculture et l'énergie. 2 piliers, 2 problématiques aussi. 2 problématiques, ça dépend effectivement sur quelle langue on regarde, mais effectivement l'énergie est une vraie problématique en Afrique parce que c'est source de développement et l'agriculture, nous sommes le continent où il y a les terres les plus arabes sur le monde et il faut que nous arrivions à nourrir nos populations. Donc 2 sujets effectivement très importants. Alors Monsieur Kouadio, vous représentez donc les entreprises de Côte d'Ivoire entre autres. Est-ce que vous avez l'impression que cet événement leur permet réellement d'avoir une meilleure visibilité à l'échelle africaine tout d'abord, mais aussi internationale? Absolument. Vous savez, ce genre d'événement a un avantage très fort, permet à tous les décideurs de se rencontrer sur une même plateforme pour échanger les idées sur le développement de l'Afrique. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui, il est d'une très grande importance et je pense que c'est le thème auquel toutes les plateformes s'attaquent en ce moment. L'agriculture, l'énergie, facteur de compétitivité extraordinaire, malheureusement facteur de compétitivité qui plombe la compétitivité des entreprises africaines. Monsieur Ayangma, Casablanca en particulier est devenu l'endroit où on peut découvrir les projets les plus porteurs sur le continent africain, vous pensez? Oui, c'est un peu la place où il faut être. Effectivement, je partage le même avis que mes copénalistes. L'énergie, l'agriculture sont non seulement des piliers, mais des prérequis, n'est-ce pas, pour une Afrique qui se veut émergente. C'est pour cela que moi je suis venu, parce que je suis curieux, n'est-ce pas, de voir qu'est-ce qui va se dire et surtout échanger avec les collègues d'autres pays. Justement, Monsieur Coulibaly, alors, ces réflexions, ces débats autour de ces problématiques clés, ces débats font-ils avancer, vous avez l'impression, la dynamique de développement du continent africain? Absolument, ces débats sont importants et aident le continent donc à avancer. À la fin de chaque édition, il y a un livre blanc qui est édité et qui est mis à la disposition des décideurs politiques, des décideurs économiques, qui peuvent s'en inspirer, faire une synthèse des différentes idées, des différentes propositions, s'en inspirer pour le développement de chacun des pays, mais aussi de l'Afrique dans son entièreté. Ils peuvent s'en inspirer, mais est-ce qu'ils s'en inspirent réellement? Est-ce que ce type d'événement change réellement la donne? Absolument, ça change la donne parce que là vous verrez qu'il y a une vingtaine de ministres, donc différents pays africains qui sont présents, qui vont assister au débat, qui vont noter des choses, je pense des choses très intéressantes. Le secteur privé est également présent, les bailleurs de fonds sont également présents. Donc c'est ces discussions qui seront importantes, qui vont permettre de tirer en fait des choses qui pourront permettre de développer l'agriculture et de développer l'énergie. Monsieur Kouadio, est-ce qu'on observe une synergie
entre les opérateurs économiques africains. Est-ce qu'elle s'accroît d'année en année? Oui, cette synergie s'accroît d'année en année. Pour parler du cas spécifique de la Côte d'Ivoire, nous avons signé une convention avec le GECAM, qui est le patronat camerounais. Nous avons revitalisé la FOPAO, qui est la Fédération des organisations patronales de toute l'Afrique de l'Ouest, et créé plusieurs plateformes qui nous permettent de nous rencontrer, échanger des idées. Mais ce qui est à souligner, c'est que nos différents gouvernants adhèrent à ces initiatives qui consistent à fédérer les forces du secteur privé africain pour aller de l'avant. Donc vous avez, je peux dire aujourd'hui, une co-gestion du développement de l'Afrique, d'une part avec nos gouvernants et d'autre part avec le secteur privé. Et cette entraide, alors, M. Ayangma, entre hommes d'affaires du continent africain, est-ce qu'elle est porteuse? Est-ce qu'elle permet de dynamiser l'économie au Cameroun, par exemple? Est-ce qu'il est préférable de tisser des liens en 2016 avec des entrepreneurs africains plutôt qu'avec les entrepreneurs historiques qu'on pouvait avoir, les grands groupes occidentaux, par exemple? Mais ça me paraît évident, hein. Je crois que ce qui est d'ailleurs intéressant dans ce genre de forum, c'est la vision. Et le Maroc aujourd'hui nous fait partager une vision, c'est celle d'une Afrique qui veut se développer et qui a la volonté, n'est-ce pas, de se développer. Donc il va de soi qu'il y a un dialogue qui s'instaure avec le secteur public. Il faut dire que ce n'était pas évident, hein. C'est donc une démarche volontariste. Et cette démarche également s'accompagne de benchmarking, hein, ce qui fait que nous devons nous concerter entre patronats africains. Et je crois que là, les hommes d'affaires peuvent réussir ce que les politiques n'ont pas toujours réussi à savoir. Est-ce que vous apprenez justement des autres responsables ou directeurs de patronat des autres pays africains? Oui, absolument, absolument. Et c'est ça qui est très intéressant. Les patronats ne sont pas au même niveau, n'est-ce pas, d'implication, mais je crois que lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs, ça donne des idées. Nous, au Cameroun, nous avons mis en place une plateforme de rencontre avec le secteur public qui s'appelle le Cameroun Business Forum, qui s'est réuni d'ailleurs dans quelques jours à Douala. Je crois que ça bouge, hein. On ne peut pas encore en être tout à fait satisfait, mais ça bouge, et c'est ça qui est important. Alors, si vous me permettez, donc, sur votre question donc, de tout à l'heure, je veux dire quand même que le thème principal, enfin, qui est le fil rouge des différents forums, c'est la coopération sud-sud. Donc c'est très important, effectivement, que les Africains puissent apprendre à travailler ensemble. Et la particularité de ce forum, c'est aussi les B2B. Et l'année dernière, nous avons eu quasiment près de 4500 B2B entre opérateurs économiques africains de différents pays, parfois même du même pays. Entre eux. Donc, par exemple, des opérateurs économiques ivoiriens qui viennent au Maroc pour se rencontrer. Oui, vous savez, en fait, vous pouvez être dans le même pays et ne pas avoir l'occasion de vous rencontrer. Et donc là, c'est une occasion très bien organisée, avec une plateforme, et en fonction de votre demande, vous demandez des rendez-vous, et ça peut être effectivement donc, des gens de votre pays que vous découvrez, et vous amorcez des discussions que vous poursuivez par la suite. Est-ce que vous-même, vous l'avez fait d'ailleurs, solliciter des rencontres B2B ou à contrario, hein, avez-vous été sollicité pour ce type de rencontre? Oui, bien sûr. Donc, nous sommes banque, filiale du groupe Attijari en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons plusieurs opérateurs donc, de l'Europe, du Maroc, mais aussi donc, du Maghreb, qui cherchent à s'installer en Côte d'Ivoire ou qui regardent en fait, donc, la Côte d'Ivoire et qui viennent nous voir pour avoir donc, des informations, pour savoir comment nous pouvons les accompagner en fait, pour leur installation, pour le développement de leur business en Côte d'Ivoire. Et il y a un suivi aussi, a posteriori? Alors, sur les B2B, il y a des fiches qui sont remplies et il y a un suivi qui est fait par le groupe. Donc, pour s'assurer qu'effectivement, les rendez-vous n'ont pas été seulement des rendez-vous d'échange vain, mais que derrière, il y a un courant d'affaires qui s'est développé, il y a des partenariats qui sont noués, il y a des joint ventures qui ont été signés. Et ça, en fait, c'est l'une des forces de ce forum. Ce n'est pas seulement donc, les discussions théoriques sur le développement d'Afrique, mais c'est aussi des rencontres entre des opérateurs économiques du continent. Et 4500 B2B l'année dernière, et cette année, au rythme où nous sommes partis, je pense que nous dépasserons les 5000 B2B. Et M. Kouadio, alors, que vient chercher la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire ici au Maroc, en particulier? Nous représentons le secteur privé ivoirien et c'est une réunion des entrepreneurs. Nous sommes accompagnés aussi d'une forte délégation d'entrepreneurs ivoiriens. Je suis moi-même aussi un homme d'affaires, j'ai un groupe immobilier et ça me permet de rencontrer aussi des partenaires dans ce secteur.
Il en est de même pour tous les entrepreneurs ivoiriens qui sont là et qui sont très contents d'être là parce que depuis hier déjà, il y a beaucoup de réunions informelles qui se sont organisées entre ces différents partenaires. Monsieur Ayangma, justement, est-ce que vous avez aussi l'impression qu'au-delà des rencontres entre Africains du continent, il y a aussi un pont qui est créé entre l'Afrique francophone et anglophone, ici, dans le cadre de ce forum? Oui, je pense, hein, pas seulement entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, hein, mais toutes les Afriques, hein, y compris l'Afrique lusophone. Je crois que tout est bon à prendre, hein, c'est une opportunité que nous devons maximiser. Hein. Il va de soi que nous devons établir lancer des ponts. Hein. Il faut dire que les entrepreneurs africains n'ont pas pris cette habitude, n'est-ce pas, de se rencontrer. Et je crois que c'est tout le mérite des forums comme ceux-ci, hein, de permettre ce genre de brassage, pour constater parfois qu'il y a des similitudes, mais qu'il y a parfois des différences et que nous pouvons transcender, n'est-ce pas, ces différences. Monsieur Coulibaly, alors il y a plusieurs temps forts, hein, 3 temps forts. Il y a un temps de présentation et d'échange sur des grands projets structurants en matière de développement économique. Ce sont des projets qui ont été ciblés par Attijari Wafa, par exemple? Alors, c'est des projets qui ont été ciblés en fait, donc, par Attijari, mais qui sont d'abord présentés par les différents pays et qui sont invités dans le cadre donc, de ce qu'on appelle donc, du salon de l'investissement. Donc, c'est les différents pays d'abord qui choisissent les projets les plus importants. Et cette année, l'une des innovations, c'est les rencontres B2G. Donc, Business to Government. Donc, c'est ce qui n'existait pas et ça va permettre à des gouvernements de recevoir des opérateurs qui ont le projet sérieux et qui sont intéressés par investir dans un pays. Donc, je vous ai dit qu'il y a des ministres qui étaient là. Donc, ça permettra à ces opérateurs de rencontrer ces ministres-là et déjà d'amorcer les discussions qui, bien sûr, en fait, continueront. Mais déjà, l'amorce sera là sur les projets structurants pour ces pays-là. Monsieur Kouadio, c'est cette nouveauté hein, de 2016, B2G, est-ce qu'elle vous intéresse par exemple? Est-ce que ça fait partie de votre programme que de tenter de rencontrer des gouvernements ou vice-versa? Ah oui, absolument. Vous savez, il y a un panel dont on ne parle pas, auquel nous allons participer, qui est entrepreneuriat africain, comment libérer les énergies. Le partenariat ivoirien est à fond sur cette question parce que pour nous, la solution d'un développement inclusif des pays africains passe par l'entrepreneuriat. Mais vous avez une très forte implication de nos autorités quand il s'agit de libérer les énergies. Ce genre de plateforme, encore une fois, nous permet de partager les mêmes visions, partager les mêmes stratégies, regarder ensemble dans la même direction et avoir les mêmes critères de l'évaluation des stratégies que nous mettons en place. Donc oui, tout ce qui est B2G, tout ce qui est B2B, c'est fondamental et nous les Africains, nous ne pouvons pas en faire l'économie. Vous ne pouvez pas en faire l'économie. Monsieur Ayangma, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire monsieur Kouadio en la matière? Oui, absolument. Vous savez que les hommes d'affaires en général parlent le même langage, donc c'est très très facile de se mettre d'accord sur, n'est-ce pas, des principes comme ceux-là, donc je partage entièrement ce point de vue. Est-ce qu'il y a des pays que vous ciblez en particulier, M. Coulibaly? Alors moi aussi, moi, je suis plutôt dans la position où, voilà, où c'est les gens qui ciblent la Côte d'Ivoire pour comment en fait accompagner les opérateurs ivoiriens pour nouer des partenariats avec les opérateurs des autres pays invités, mais aussi accompagner les opérateurs des autres pays qui sont intéressés par la Côte d'Ivoire. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je suis. Là, la particularité, effectivement, est le pays anglophone cette année, le Nigeria, l'Éthiopie. Donc, c'est vraiment l'Afrique dans son ensemble qui est représentée à ce forum. Et vous les accompagnez de plus en plus, ces entrepreneurs ivoiriens et étrangers? Absolument. Quand nous venons là, donc c'est pour leur permettre effectivement de rencontrer des opérateurs, non seulement marocains, mais tunisiens, algériens, de tous les pays qui sont représentés. Une fois en fait qu'il y a des courants d'affaires, nous les accompagnons dans le commerce international. Nous les accompagnons aussi dans les négociations qu'ils peuvent avoir dans le cadre donc, de partenariats, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Kouadio, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises justement ivoiriennes, ou les entrepreneurs ivoiriens se sentent accompagnés, soutenus par notamment le secteur bancaire, par exemple en Côte d'Ivoire, ou alors cherchent justement d'autres opportunités ailleurs?
Non, c'est clair que les entrepreneurs cherchent d'autres opportunités ailleurs, mais alors c'est parce qu'on part toujours d'une très fausse idée. On s'est toujours plaint de la lenteur des banques dans le financement de nos activités, mais on ne peut pas reprocher à une banque de chercher à s'assurer que l'argent qu'elle va vous prêter lui sera remboursé. On ne peut pas lui reprocher de s'assurer que les prévisions financières vont être assurées. Donc forcément, la banque ne va pas chercher à prendre le même risque qu'un fonds d'investissement ou bien un club d'investissement, etc. Oui, mais le problème qui était posé auparavant, en tout cas, c'était que justement les banques prenaient trop peu de risques, ou en tout cas attendaient trop de garanties. Mais parce que ce n'est pas le rôle d'une banque de prendre le risque avec vous. Vous avez eu votre idée, ce n'est pas le rôle de la banque. Maintenant, quand vous êtes devant un fonds d'investissement, vous avez des entrepreneurs à l'intérieur qui sont intuitifs, qui peuvent sentir tout de suite la chose. Mais la banque, c'est vrai qu'elle a commencé à avoir fait une mutation. Alors, ce n'est pas parce que Daouda est là, mais quand je change avec Daouda, parce que de temps en temps, je me fais accompagner par Tidjari, mais quand on discute avec eux, on sent une mutation, un changement de mentalité qui se fait. Mais en même temps, un homme d'affaires ne va pas mettre ses œufs dans le même panier. En même temps que nous discutons avec la banque, on discute aussi avec des gens qui veulent accepter de prendre le risque avec nous, rentrer dans le capital. Donc il s'agit des fonds d'investissement et d'autres sources de financement de l'activité économique. Ceci étant, nous avons encore de très bonnes relations avec nos banques parce que l'accompagnement au quotidien se fait par la banque, elle ne se fait pas par d'autres sources de financement, elle se fait par la banque. Et vous avez l'air satisfait de cet accompagnement. Alors, monsieur Ayongma, dites-nous, est-ce qu'au Cameroun également, vous êtes confronté à des chefs d'entreprise qui estiment ne pas être assez accompagnés par le secteur bancaire et qui essaient de regarder ailleurs ? Oui, bien sûr, hein, je ne partage malheureusement pas le même optimisme. Hein. Je suis président d'un mouvement patronal très orienté PME-PMI et c'est le problème que posent les PME, c'est l'accès très difficile au financement. Nous sommes un pays de PME et malheureusement, nous ne bénéficions pas d'un accompagnement suffisant. C'est pour ça que l'État a accompagné un peu ce mouvement en créant spécifiquement une banque de PME, mais qui malheureusement a encore beaucoup de mal, n'est-ce pas, à montrer la pleine mesure, n'est-ce pas, de ses capacités. Mais donc vers qui se tournent ces entrepreneurs qui sont quelque part délaissés? Les sources alternatives, malheureusement, elles sont souvent plus coûteuses. Hein. C'est les tontines. Et vous savez que la tontine coûte très cher. Et donc, résultat, les marges que ces entreprises peuvent dégager sont insuffisantes, n'est-ce pas, pour couvrir. C'est ça le véritable problème des PME au Cameroun. Et lorsque vous entendez M. Ayongma nous expliquer un peu la situation à laquelle en tout cas sont confrontés les entrepreneurs camerounais, qu'est-ce que vous vous dites, M. Coulibaly? Je me dis qu'il y a certainement des efforts à faire, donc c'est vrai, mais il ne faut pas seulement regarder du côté des banques. Donc, vous savez, c'est un écosystème qu'il faut créer et dans cet écosystème-là, les banques ne sont qu'un maillon de la chaîne. Il faut que le gouvernement joue son rôle. Le maillon important, mais il faut vous dire que nous sommes des opérateurs privés, en tout cas pour ce qui concerne donc, le groupe Tidjari. Le privé, nous sommes soumis exactement aux mêmes critères de rentabilité, de prise de risque qu'un entrepreneur normal. Et nous ne pouvons pas aller plus qu'au-delà en fait, donc, de ce que nous pouvons faire. Mais il faut savoir que plus nous faisons de crédit, plus nous faisons de bénéfices. Et si à un moment donné, nous ne finançons pas tous les dossiers qui nous sont présentés, peut-être qu'il y a un taux de sinistralité, de potentialité qu'il faut voir. Alors derrière, en parlant d'écosystème, il y a le gouvernement, comme dans d'autres pays, où il y a des banques effectivement qui ont été créées pour accompagner les PME. Il y a des fonds de garantie qui ont été mis en place dans certains pays. Il y a aussi, peut-être la Banque centrale qui doit revoir un certain nombre de critères, un certain nombre de ratios qui pénalisent les PME. C'est tout l'écosystème qu'il faut revoir. On a tendance à regarder les banques, mais il faut savoir que les banques, nous sommes obligés de gérer en fait, les dépôts qui nous sont confiés en bon père de famille, comme on dit généralement. Et nous ne pourrons pas prendre le risque de mesurer, parce que vous savez, ne pas faire de crédit, ça peut tuer une banque lentement, mais faire des crédits hasardeux, ça tue une banque très rapidement. Et on a vu des banques centenaires, bicentenaires qui ont disparu parce qu'elles ont fait trop de crédits, malheureusement, sans prendre le minimum de garantie ou le minimum d'études, de recul nécessaire. Oui, dites, allez-y. Alors,
nous organisons depuis 4 ans un grand forum pour les entreprises. Cette année, on s'attaque au problème de changement de paradigme dans le financement de nos activités en disant qu'il y a tellement de sources de financement alternatives que concentrons-nous sur la qualité de nos projets, concentrons-nous sur la qualité de nos entreprises et forcément on aura de financement. Forcément, vous dites? Ah oui, forcément on aura du financement. Nous venons de mettre en place une bourse de ce qu'on appelle les projets, qui est une plateforme sur laquelle tout investisseur, tout détenteur de capital peut aller investir. Et l'expérience des hommes d'affaires aujourd'hui, ils vous diront tous, dès qu'une entreprise est bien structurée, vous avez un afflux massif de capitaux. C'est extraordinaire. Et donc, il faut changer de paradigme. Je comprends très très bien. On a le même problème chez nous en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été PME. Je pense que je suis encore une PME, même si dans mon écosystème, ça représente un grand groupe, je suis encore une PME. Mais je vois aujourd'hui le regard des banques sur mon groupe qui a totalement changé par rapport à mes débuts. Donc, nous disons... Okay. Mais c'est lié à quoi, ça, exactement? Parce qu'effectivement, la donne change en fonction des pays. C'est lié à une impulsion gouvernementale? C'est lié au réveil du secteur privé? Ah oui, comme Daouda le disait, c'est un écosystème. On a arrêté alors d'être dans le cercle vicieux du serpent qui se mord la queue. D'une part, les banques vont dire à vous, les PME, vous n'êtes pas bien structurés. Quand vous demandez les bilans, vous ne pouvez pas produire des bilans. D'autre part, les PME vont dire à vous, les banques, vous prenez trop votre temps, etc. On dit écoutez, on va s'asseoir, on va discuter. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On s'est assis avec les banques et on a dit une banque, elle a les mêmes critères de rentabilité, les mêmes objectifs de rentabilité que moi, ma société. Donc, toutes les précautions qu'elle prend, moi aussi, je prends mes précautions. Regardons ensemble comment pouvoir matcher tout cela. Et on a commencé à avoir un grand travail de sensibilisation auprès de nos entreprises en leur disant, les gars, faisons notre part. Travaillons aux standards internationaux. Il n'y a pas de raison qu'une banque vous demande un bilan et que vous ne puissiez pas donner. Il n'y a pas de raison qu'une banque vous demande que les bilans soient certifiés et que vous ne pouviez pas donner. Et ce n'est pas le rôle de la banque d'aller financer une structure dont elle n'est pas sûre des chiffres. Je dis encore une fois, il y a d'autres mécanismes de financement. Il a dit que ça coûte peut-être cher. Il y a d'autres mécanismes de financement. À la fin de la journée, la banque reste un mécanisme qui nous accompagne au jour le jour. Donc un travail concerté, entreprise, banque et gouvernement, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, a permis d'augmenter le taux de crédit des banques aux PME, a permis surtout de créer la confiance entre les banques et les PME et les entreprises, les grandes entreprises aussi. Monsieur Ayangma, alors justement, après tous les arguments soulevés par nos invités, est-ce qu'au Cameroun, il y a ces alternatives-là qui permettraient au secteur privé de se développer? Est-ce qu'on peut se dire à l'heure actuelle au Cameroun, en tant que chef d'entreprise ou potentiel chef d'entreprise, je me concentre sur mes activités et il y aura forcément des investissements qui se feront, si tout est structuré? Oui, je souris un tout petit peu parce que c'est un langage souvent entendu, hein, mais c'est depuis des années qu'on se le dit. Disons qu'à côté du financement, il y a un autre problème qui me paraît peut-être beaucoup plus important, c'est le paiement de la dette. Au Cameroun, nous avons un vrai problème. Si les prestations qui sont fournies par les PME étaient payées dans les délais, je crois que le problème serait plus facile à régler. D'ailleurs, avant même les financements des banques, on demande tout simplement aux différents débiteurs de payer les PME. Et on pointe souvent les États. Malheureusement, il n'y a pas que les États, c'est souvent les grosses entreprises, n'est-ce pas, qui pénalisent les toutes petites entreprises. Et donc nous sommes dans un cercle vicieux. Une banque vous finance, vous prestez, vous n'arrivez pas à vous faire payer, vous payez des intérêts moratoires et puis résultat, c'est pour ça que la mortalité, n'est-ce pas, des PME est souvent forte dans nos pays. Et je crois que ce problème-là doit être adressé. Mais n'ont pas de recours ces entreprises? Aucun recours. Quand vous avez affaire à une grosse entreprise, quel recours vous avez? C'est pour ça que justement nous demandons qu'une loi, n'est-ce pas, vienne clarifier ce problème-là.
Lorsque vous devez par exemple de l'argent à l'État, au bout d'un certain temps, il y a des pénalités qui tombent. Mais lorsque l'État vous doit de l'argent, 2-3 ans après n'a pas payé, vous n'avez absolument aucun recours. Donc, dans ce dialogue secteur privé, secteur public, c'est des problèmes qu'il faut adresser et essayer de trouver des solutions. Et quand je dis État, c'est également les très grosses entreprises. Parce qu'on a constaté, en tout cas chez nous, que les grosses entreprises bénéficient de tout, de tous les crédits. D'ailleurs, quand il y a un concours qui est demandé par une grosse entreprise, les banques aussi jettent comme des gens affamés, parce qu'évidemment, il n'y a aucun risque. Mais quand il s'agit de PME, on demande, ce qu'on demande, c'est des garanties qui soient proportionnées, pas des garanties trop importantes, étant entendu que, comme je l'ai toujours dit, les PME, c'est des structures très fragiles. Alors, si vous voulez fragiliser davantage, on ne pourra jamais s'en sortir. Donc finalement, voilà un tout petit peu les problématiques. Donc les banques doivent se tourner peut-être, Monsieur Coulibaly, en tout cas les entrepreneurs doivent se tourner justement vers des solutions alternatives. Alors est-ce qu'en Côte d'Ivoire également, ces entreprises-là, certaines, en tout cas les plus petites, sont parfois livrées à elles-mêmes? On parlait de paiement des dettes, justement. Est-ce que cette problématique-là, vous y avez été confronté aussi? Vous avez eu écho de cela? Je pense oui, c'était une problématique commune à plusieurs pays. Mais comme M. Kouadio l'a dit tout à l'heure, et effectivement, les discussions avec l'État, avec le Trésor, parce que aussi en Afrique, le premier donneur d'ordre de marché aux PME, c'est les États. Et donc effectivement, si les États mettent du temps à payer, les PME en fait souffrent davantage. Donc il y a des discussions qui ont été menées à travers donc, le privé, donc le patronat, les banquiers et le Trésor. Et on a trouvé donc une formule qui consiste à dire qu'il faut payer dans les 90 jours. Je parle sous votre contrôle. Donc c'est obligatoire, hein? Alors l'État s'est engagé à payer dans les 90 jours. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais il y a déjà un effort qui est fait pour apurer en fait le stock de la dette intérieure. Et lorsque ce n'est pas fait, par exemple, est-ce que l'entreprise... Lorsque ce n'est pas fait, malheureusement, l'entreprise n'a pas de recours parce que bon, c'est l'État qui parfois prend son temps. Malheureusement, effectivement, les PME et nous, banquiers, ça nous met d'autant plus mal à l'aise parce que nous avons des respects, une réglementation à respecter. Au bout de 6 mois, si l'entreprise ne paye pas sa dette ou n'a pas de mouvement significatif, vous êtes obligé de la déclasser. Et si vous déclassez, procédure judiciaire. Donc, effectivement, on rentre dans un engrenage qui n'est pas forcément bon pour le développement donc, des PME. C'est pour ça, encore une fois, je parlais d'écosystème. Il faut que chacun joue effectivement son rôle dans ce cercle qui devrait être vertueux et non vicieux. Mais on se rend compte, Monsieur Kouadio, que finalement, les entreprises sont les plus fragiles face à cette situation, parce qu'on parle d'écosystème. Mais si l'État ou si les banques ne répondent pas présents lorsque les entreprises en ont besoin, sont forcément les premières à être pénalisées. Absolument. Alors dans cet écosystème-là, c'est l'entreprise qui subit toujours les agressions. Voilà. Et le problème que vous vivez chez vous, il est le même, je pense, dans bon nombre de pays africains. On peut noter une bonne volonté de nos gouvernants à payer à 90 jours la dette intérieure, mais malheureusement, ce n'est pas systématique. L'intérêt d'une organisation comme la nôtre, mais justement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que la Confédération Générale des Entreprises fait pour essayer de mettre un peu la pression, en tout cas? Non, nous, on n'essaie pas de mettre la pression, nous mettons la pression. Ah, vous le faites? Oui, nous nous exprimons de la façon la plus énergique possible lorsque on n'est pas content. Il y a des décisions qui sont prises par nos autorités que nous contestons. Nous avons la chance d'être dans un pays qui a une démocratie relativement bonne, qui fait que je ne vais pas avoir la police devant ma maison à chaque fois que j'ai décrit une situation. Mais oui, c'est avec beaucoup d'énergie que nous dénonçons certains dysfonctionnements de notre administration. Aussi, nous essayons d'avoir des actions concertées. Je vais vous prendre un exemple, si on a le temps. Pour payer la dette intérieure qui a été contractée avant le nouveau régime, il a été fait des propositions aux entrepreneurs. Celui qui voulait avoir son argent, maintenant, on faisait une décote de 50%. Celui qui voulait avoir son argent dans 2 ans, on lui faisait une décote de 30% avec un paiement. Voilà. Et nous, on a dit non, on n'est pas d'accord, vous nous devez notre argent, vous nous payez. Mais notre organisation doit travailler à une solidarité très forte de nos membres parce que malheureusement,
pendant que nous étions en discussion avec nos gouvernants pour leur dire nous ne sommes pas d'accord, il y a des entreprises qui sont allées prendre leur argent. Ceux qui voulaient maintenant, qui ont donné la décote de 50% et d'autres qui ont donné la décote qui ont accepté la décote de 30%. Voilà. C'est l'état de nécessité. Hein. C'est l'état de nécessité, mais comme je dis encore une fois, l'intérêt d'une organisation comme la nôtre, c'est de travailler à la solidarité des entrepreneurs parce que, comme on dit, diviser pour mieux régner. Plus on sera solidaire, plus nous mènerons ensemble la lutte et plus nous avons des chances d'avoir gain de cause. Est-ce que justement la solidarité peut-être manque dans le secteur privé camerounais, une solidarité qui pourrait permettre justement aux entreprises d'avoir un peu plus de force face à l'État ou face aux banques? Oui, malheureusement, elle est difficile à réaliser parce que il y en a toujours qui essaient de tirer leur épingle du jeu tout seul et ils y arrivent. Donc la solution, c'est la solidarité. Parce que si on se met tous d'accord, il va de soi que nous aurons effectivement un moyen de pression. Mais lorsqu'on paye certains, qu'on ne paye pas d'autres, et que d'autres considérations parfois rentrent en jeu, notamment politiques, ou notamment de mauvaise gouvernance ou de corruption, parlons-en, il va de soi que ça pose problème. Et justement, comment inciter cette solidarité-là au vu des problèmes soulevés? Oui, mais comme je l'ai dit, elle est difficile à réaliser parce que c'est un peu malheureusement du chacun pour soi. Pendant que le mouvement se bat pour l'ensemble, il y en a qui font antichambre et puis qui essaient de se faire payer. C'est ça un peu la faiblesse de nos organisations. Et d'ailleurs, on constate malheureusement encore une faible syndicalisation des entreprises. Dans un pays comme le Cameroun, on dit qu'il y a 100 000 entreprises. Lorsque vous voyez nos mouvements patronaux, les adhérents se comptent en quelques centaines, quelques milliers. Donc vous voyez tout le chemin qu'il y a encore à faire pour rassembler. C'est une culture d'individualisme, c'est l'individualisme. Et je crois que nous n'avons pas compris que pour être fort, nous devons être ensemble. Et je crois que c'est à cela que travaillent la plupart, n'est-ce pas, des mouvements patronaux. Est-ce qu'un groupe bancaire, par exemple, a intérêt à ce que face de lui se trouve un secteur privé fort, dynamique, solidaire? Absolument, nous avons les mêmes intérêts. Nous sommes aussi, comme je l'ai dit, donc la plupart des banques du secteur privé. Donc un secteur privé fort, un secteur privé cohérent, solidaire, qui arrive à imposer des choses pour le bien-être de l'ensemble des investisseurs et est avantageux pour une banque comme la nôtre. Alors, oui. Maintenant, je voudrais ajouter sur le financement des PME, c'est aussi effectivement aux banques de se réinventer, de trouver des solutions adaptées au financement des PME. Et là, aujourd'hui, avec le groupe Atijari, oui, bien sûr, nous le faisons. Des solutions comme le leasing, qui peut paraître en fait donc plus adaptées pour les PME, comme le confirming, la facturage, et comme aussi d'autres accords. Pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas les détails ou les termes spécifiques, il faudrait un peu plus détailler. Un peu plus détaillé. Alors, donc, non, le leasing, c'est un autre mode de financement. Donc, plutôt que de prendre votre trésorerie pour acheter, je prends votre outil de production, la banque l'achète et vous le met à disposition et vous payez des loyers. Donc ça vous évite de sortir en fait un montant important de trésorerie parce que parfois vous ne l'avez pas tout de suite. Mais là aussi, ça suppose que les États doivent accompagner cette activité en défiscalisant en fait pour ne pas que les opérateurs aient à payer deux fois donc, la TVA. Le confirming, vous avez réalisé une prestation, comme monsieur le disait tout à l'heure, les grandes entreprises mettent parfois 90 jours ou 120 jours pour vous payer. Et si vous avez votre facture, vous venez voir donc la banque qui voit en fait donc la règle tout de suite et se charge après donc de récupérer donc le paiement parce que la banque peut se permettre d'attendre les 90 jours. Un taux d'intérêt très élevé. Alors, les taux d'intérêt... Qui finit par bouffer votre marge. Non, les taux d'intérêt en Côte d'Ivoire, donc là je parle sur le contrôle donc, du patronat de M. Quadio. Les taux d'intérêt en Côte d'Ivoire sont orienté vers la baisse. Déjà, le taux d'usure a été ramené à 15%, donc le taux effectif donc, global. Donc vous ne pouvez pas en fait, faire des crédits au-delà d'un certain taux, donc qui doit être autour de 12%. Et après, donc derrière, en fonction de l'organisation, de la signature de l'entreprise, les taux en fait baissent. Le taux moyen en Côte d'Ivoire aujourd'hui est autour de 7%.
et les taux de crédit et le taux en fait, donc, des emplois a progressé de 21% sur l'année 2015 et pour un PIB qui va progresser de 9%. C'est-à-dire les banques ont quand même joué leur rôle dans le financement de l'économie ivoirienne. Merci M. Coulibaly. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Merci à vous messieurs d'avoir accepté de participer à cette émission. Chers téléspectateurs, nous allons à présent marquer une courte pause et nous nous retrouvons dans quelques instants, toujours sur Africa 24, en direct de Casablanca au Maroc où se déroule le Forum international du développement, Afrique Développement. A tout de suite.